L'Assemblée va entendre une allocution de son Excellence Charles Michel, président du Conseil européen de l'Union européenne. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence. Et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Excellences, Mesdames et Messieurs, lorsqu'on pénètre dans ce bâtiment, le regard est attiré par une lumière bleutée. C'est le vitrail de la paix. Au cœur des Nations Unies, ce vitrail de la paix est dédié à ceux qui servent les Nations Unies. Ce vitrail a été créé par Marc Chagall, un juif russe qui a vécu la majeure partie de sa vie en exil, traversant 2 guerres mondiales. Pour garantir la paix et la sécurité reconquises en 1945, les promesses de liberté et solidarité ont été gravées dans la Charte des Nations Unies. Ceci est le 10e discours consécutif que j'ai l'honneur de prononcer à cette tribune. En 2015, j'avais énuméré les défis de notre génération, conflits, pauvreté, climat, migration, et bien entendu, aucun de ces défis n'a disparu. Mais nous pensions à l'époque, il y a 10 ans, disposer d'un cadre solide, robuste, l'ordre multilatéral qui nous permettrait d'y travailler ensemble. Nous sommes 10 ans plus tard et ce cadre est en train de se fissurer sous nos yeux. Usage de la force, actes unilatéraux se multiplient et nous assistons, parfois c'est vrai, avec un sentiment d'impuissance, à 3 conflits majeurs qui forment un cocktail explosif. En Ukraine, un membre permanent du Conseil de sécurité a lancé une guerre illégale et non provoquée. C'est une tentative flagrante d'imposer la loi de la force plutôt que la force de la loi. Cette guerre, par conséquent, n'est pas seulement une menace directe contre le peuple ukrainien, c'est une menace contre chacun d'entre nous. L'Union européenne soutient et soutiendra l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire. Fidèle à la promesse de liberté et solidarité, nous réaffirmons notre engagement pour une paix globale, juste et durable qui doit être fondée sur les principes de la Charte des Nations Unies. Liberté, solidarité, c'est en vertu de ces mêmes principes que nous condamnons les attaques terroristes abjectes portées par le Hamas et nous exigeons la libération de tous les otages, sans condition. Israël a le droit de se défendre dans le respect du droit international et du principe de proportionnalité. Nous voulons un cessez-le-feu immédiat, conformément à l'ordonnance de la Cour internationale de justice. Chaque vie civile compte et nous condamnons toutes les attaques indiscriminées qui frappent les populations civiles. L'Union européenne agit et veut agir davantage pour une paix durable dans le cadre d'une solution avec 2 États. L'escalade sans fin doit cesser et, je le dis, entraîner le Liban dans cette spirale est absolument irresponsable. Ces appels, y compris envers le gouvernement d'Israël, ont été vains jusqu'ici et cela ne peut pas durer. Nous soutenons l'existence d'un État d'Israël démocratique fort, vivant en paix et en sécurité, aux côtés du peuple palestinien qui doit disposer de son propre État viable et stable. Le peuple palestinien mérite le respect et la dignité. Et je le dis au gouvernement d'Israël, viser la sécurité en négligeant la paix est un leurre, cela ne fonctionne pas parce que la paix est la meilleure garantie de sécurité. Un monde alimenté par la vengeance et les châtiments collectifs est un monde moins sûr. Le peuple palestinien a droit à son État et la négation de ce droit nourrira indéfiniment des menaces de sécurité sur les Israéliens et sur celles des Juifs partout dans le monde. La négation des droits des Palestiniens rend le monde plus dangereux et mine le système multilatéral qui ne peut pas tolérer le 2 poids 2 mesures. Chers collègues, la guerre civile au Soudan fait rage, violence, brutalité, viol, et comme toujours, ce sont les femmes qui paient le prix fort. Une gigantesque catastrophe humanitaire, 20 000 morts, des millions de personnes déplacées en situation d'urgence, et c'est toute la corne de l'Afrique
qui menace de basculer dans le chaos. Or, je pose la question, que sont ces deux généraux en guerre sans leur soutien extérieur? Les livraisons d'armes doivent cesser. Nous pouvons stopper ce conflit si nous le voulons. Alors c'est le moment d'agir et de mettre en œuvre les processus de réconciliation et de paix qui s'imposent. Mesdames et messieurs, la vie d'un enfant tué dans une école bombardée est précieuse, en Ukraine, à Gaza et partout dans le monde. La dignité bafouée d'une femme violée est sacrée, en temps de guerre comme en temps de paix, au Soudan, en Ukraine, partout dans le monde. Privée de nourriture, une population entière est un crime de guerre, en Ukraine, à Gaza, au Soudan ou ailleurs. Un crime est un crime, quel que soit l'auteur et quel que soit le lieu. Et notre indignation, pour être sincère, doit être universelle. L'Union européenne défend avec la même vigueur le droit international humanitaire partout et toujours. Nous condamnons les actes de déstabilisation, quels qu'en soient les auteurs. Je pense à l'Iran, qui, au travers de proxy, soutient des initiatives qui ravagent et fragilisent le Moyen-Orient. Je pense aussi au soutien militaire de l'Iran à la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. Et, mesdames et messieurs, un constat saute aux yeux. Iran comme Russie pratiquent les mêmes recettes. Menaces nucléaires, ambition impérialiste teintée de nostalgie et soutien à des groupes terroristes sans foi ni loi pour déstabiliser le voisinage et au-delà. Excellences, mesdames et messieurs, la création des Nations Unies et du système international fondé sur des règles fut une avancée remarquable. Revenir en arrière, c'est revenir à la guerre. Et plus que jamais, depuis 1945, le monde est bousculé par un cocktail explosif de chocs qui s'additionne et s'accélère. La Troisième Guerre mondiale est possible et il est urgent de retrouver nos esprits. Cela exige de la coopération, cela exige du courage, les règles communes doivent être respectées et pour cela, le Conseil de sécurité doit se libérer du joug paralysant que devient le droit de veto dans sa forme actuelle. Ce Conseil n'est pas représentatif, il est peu légitime, il est inopérant. Le Conseil de sécurité est de plus en plus un mort-vivant. En juin 1945, lors de l'adoption de la Charte des Nations Unies, le président Truman avait déclaré que cette charte serait élargie, améliorée au fil du temps. L'évolution des conditions, disait-il, nécessitera des ajustements. Les décennies ont passé, le monde a changé, les ajustements n'ont pas eu lieu et pourtant, il faut réformer le Conseil de sécurité, le rendre plus inclusif. L'Afrique, et selon moi l'Amérique latine notamment, doivent y disposer de sièges permanents et les organisations régionales doivent être davantage intégrées au processus de décision des Nations Unies, y compris, je le propose, en donnant une voix consultative systématique à ces organisations régionales au sein du Conseil de sécurité. Mesdames et messieurs, il n'y a pas de liberté quand les sécheresses dévastent nos cultures. Il n'y a pas de liberté quand des inondations ravagent nos maisons, quand des ouragans détruisent nos foyers. Il n'y a pas de liberté quand nos enfants n'ont pas accès aux vaccins, aux médicaments, n'ont pas accès à l'école. Réchauffement climatique et pandémie nous ouvrent les yeux sur l'exigence de solidarité. Et ce n'est pas simplement une question morale, de dignité ou de générosité. C'est aussi l'intérêt des pays développés de soutenir les transitions climatiques et le développement. Les aider, ces pays en développement, à renforcer les systèmes de santé. C'est dans cet esprit, avec le docteur Tedros, nous avons lancé l'idée d'un traité international sur les pandémies. Les négociations ont bien avancé, mais il est maintenant temps de conclure. Le Mpox est un nouveau signal d'alarme qui nous ouvre les yeux et il n'est pas acceptable que des lobbies ou des égoïsmes barrent le chemin à un partage équitable des technologies vaccinales et des médicaments. Mesdames et messieurs, il n'y a pas non plus de liberté dans un monde où chaque individu est réduit à ses données personnelles, à une cible commerciale ou à une cible à surveiller, voire à manipuler. La révolution numérique et son produit phare, l'intelligence artificielle, est bien sûr un moteur extraordinaire de progrès. C'est un nouveau carburant pour la prospérité, à condition
de servir l'humanité, à condition de servir la liberté et les droits humains. Et je pense qu'il est essentiel de ne pas commettre l'erreur que l'on a déjà commise avec les ressources naturelles, en abusant tellement que nous avons mis notre planète à l'épreuve. Les données et l'intelligence artificielle sont des instruments de pouvoir, peut-être même d'asservissement économique et politique. Ils deviennent des armes de guerre. Nous devons donc encadrer ces progrès à l'échelle globale et soutenons les efforts du secrétaire général des Nations Unies pour y travailler dans le cadre de cette enceinte. La compétition technologique est saine parce qu'elle favorise le progrès. Elle doit aussi se dérouler dans un cadre commun avec des règles du jeu équitables. Et c'est pour cela que l'Union européenne est engagée dans un dialogue global au sein du G7, bien sûr, mais également avec le reste du monde, Afrique, Amérique latine, Asie. Nous dialoguons, y compris avec ceux dont nous combattons les idées et parfois même les comportements. La Chine est un acteur indispensable pour relever les grands défis mondiaux et l'Union européenne entend rééquilibrer ses relations économiques avec la Chine en réduisant les risques, en diversifiant nos chaînes d'approvisionnement, car les dépendances excessives, nous le savons, ouvrent la voie à des vulnérabilités et donc à des conflits. Nous demandons aussi à la Chine de ne pas soutenir la Russie, ni directement ni indirectement, dans sa guerre illégale contre l'Ukraine, mais plutôt d'user de son influence afin de faire respecter la Charte des Nations Unies. Mesdames et messieurs, l'architecture financière internationale doit réduire les inégalités et pas les amplifier. Quand un paysan kényan n'a pas accès à un microcrédit à des taux abordables, ce n'est pas un détail, c'est un enjeu de développement global. Parce que le développement mondial est sous-financé, l'écart entre les besoins en investissement et les ressources financières disponibles est gigantesque et le système de Bretton Woods doit profondément changer. La puissance de feu financière doit être multipliée à la hauteur des besoins des populations pour faire reculer la menace climatique et pour faire avancer la prospérité. Les pays créditeurs doivent être plus courageux pour restructurer les dettes et réallouer les droits de tirage spéciaux. La solidarité, ce n'est pas seulement des transferts de moyens financiers ou technologiques, ce sont aussi des efforts de gouvernance, améliorer l'environnement des affaires, renforcer la sécurité juridique, mobiliser les ressources propres des pays en développement. Comme l'a dit avec franchise Mo Ibrahim, si l'aide économique et l'assistance à l'Afrique sont louables, nous devons changer la façon, dit-il, dont les pays sont gérés. Et je le précise, cela vaut aussi pour les pays dits développés. Mesdames et messieurs, je souhaite conclure ce 10e discours à cette tribune par quelques convictions personnelles. La première conviction, les 2 poids 2 mesures, c'est le poison contemporain des relations internationales. Lorsque nous défendons la dignité humaine, la souveraineté territoriale, les élections honnêtes, libres et transparentes, nous devons les défendre et les protéger partout et toujours. Et chacun, probablement, avec humilité, doit se regarder dans le miroir. Nous sommes tous légataires de nos histoires, de nos cultures, de nos traditions, et probablement aussi de nos erreurs respectives. Chacun doit tirer ses leçons avec modestie pour s'efforcer de devenir meilleur. L'Europe peut-être parfois est maladroite, mais toujours agit sincèrement et de bonne foi pour que la liberté et les droits humains soient respectés. Deuxième conviction, nous devons résolument rejeter la confrontation bipolaire et agir avec force pour un monde multipolaire dans un cadre multilatéral, où chaque pays ou groupe de pays choisit sa voie pour prospérer et où tous coopèrent en suivant des règles décidées ensemble. Et résistons aux pressions pour choisir un camp contre l'autre dans la confrontation bipolaire qui ne peut que mener au pire. Enfin, ma troisième conviction, je crois profondément à la coopération entre les organisations régionales et le rapport substantiel pour les Nations Unies. L'Union européenne s'est investie ces 5 dernières années dans le développement de partenariats avec l'Union africaine, les pays d'Amérique latine et des Caraïbes dans le cadre du CELAC, avec l'ASEAN, avec le Conseil de coopération des pays du Golfe, avec les pays d'Asie centrale. Ces réseaux de coopération sont un tissu stabilisateur et porteur de progrès. L'Union européenne veut être plus forte, plus autonome,
pour renforcer sa capacité à interagir et travailler pour la paix, la liberté et la solidarité. Et je le sais, beaucoup dans le monde attendent une voix forte et indépendante de l'Union européenne. Excellences, Mesdames et Messieurs, 2 guerres mondiales, l'Holocauste, la négation absolue de l'humanité. Ce continent européen porte des cicatrices indélébiles et donc, nous le pensons, une responsabilité particulière dans la défense de la liberté, de la solidarité et de la dignité humaine universelle. Le projet européen est celui de la réconciliation, la coopération, et puis de plus en plus celui de l'amitié et de la fraternité. Ce projet européen, je le crois, est donc une inspiration et un espoir. L'optimisme est un devoir. Nous pouvons, une fois encore, changer le cours de l'histoire, à condition de nous ressaisir. Il n'y a pas de fatalité. Le futur n'est pas encore écrit. Plus de paix et de sécurité, c'est possible. Plus de liberté, plus de solidarité, c'est possible. La paix requiert des efforts. Nous le savons, elle n'est jamais donnée. La paix est délicate, la paix est fragile, difficile à réparer quand elle se brise, mais la paix est magnifique, lumineuse et porteuse de rêves et d'espoir, comme le vitrail bleu pour la paix de Marc Chagall. Soyons sans relâche des artisans de la paix. Vous pouvez compter sur l'Union européenne. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le président du Conseil européen, de l'Union européenne,